Bonjour à tous, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et la présentation. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mes travaux de recherche que j'ai commencé il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Du coup, là, ma communication d'aujourd'hui s'intitule Mémoire transgénérationnelle. C'est la question des luttes des femmes algériennes en situation coloniale et post-coloniale. Ma communication d'aujourd'hui résume un peu de manière globale ce que je fais depuis quelques années sur la question de la mémoire des femmes et de la transmission de cette mémoire. D'abord des questions sur l'histoire des femmes de ma lignée, en fait, ce qu'on appelle des micro-histoires qui globalement m'ont poussé, amené à m'interroger sur des questions un peu plus globales qui peuvent toucher différents contextes. Qu'il faut évidemment historiciser à chaque fois. L'intérêt de cette question-là, c'est vraiment de penser la transmission de ces femmes qui sont prises dans différents rapports de pouvoir, notamment de genre, de race, de classe, de sexualité, et bien d'autres encore. Le point de départ de mon travail, c'était une interrogation assez simple, mais à la fois motrice d'un travail de recherche qui ne cesse d'évoluer. C'était tout simplement pourquoi je ne reconnais pas les femmes musulmanes qui sont représentées dans les médias dominants. Qui sont ces femmes que l'on aime souvent montrer du doigt, mépriser et dénigrer en fait? Quelles sont leurs histoires? Et c'est à partir de là que je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien l'histoire des femmes migrantes, comme ma mère, que je ne connaissais pas bien l'histoire des femmes qui se sont battues pour décoloniser le pays de ma grand-mère, de ma mère, etc., donc de mes ascendants, qui est l'Algérie. Et puis, ici même, en France, donc dans mon pays, les beurettes, comme moi, celles qu'on appelle les beurettes, est-ce qu'elles ont une histoire? Et puis, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire une beurette? Donc, toutes ces questions-là ont émergé pendant des années. Et c'est avec ces questionnements que je me suis replongée dans le passé, progressivement. Et dans la pensée décoloniale, et dans les théories féministes, notamment, en quête de réponses qui amènent à leur tour à poser évidemment d'autres questions. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une perspective de mon travail qui est en lien avec la question de la mémoire transgénérationnelle et de l'ensemble des mémoires qu'une personne porte en elle, en fait, et qui lui ont été transmises par son arbre généalogique. Le transgénérationnel, c'est un lien dit psychique entre les membres d'une famille avec leurs ancêtres et les aïeux. C'est des lignées directes ou collatérales d'ailleurs, et un lien psychique, mais qui aurait aussi des effets sur le code génétique des individus. Donc toute cette question-là de la transmission des traumatismes, en fait, qui est scientifiquement prouvée. Et du coup, je me suis intéressée à cette question-là de la transmission des traumas, mais du coup, dans une perspective de savoir et de connaissance de l'histoire de soi et de sa famille, mais aussi, si les traumas se transmettent, est-ce qu'on peut transmettre une force d'engagement, en fait? Voilà pourquoi, pour moi, c'était indispensable d'aller vers l'histoire, et l'histoire des luttes et des mouvements sociaux des femmes, et de repartir jusqu'à l'époque coloniale. Évidemment, l'époque coloniale n'était pas une évidence dès le départ, c'est-à-dire que ce qui m'a interpellée, c'est la représentation des femmes musulmanes en France depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et toute cette question-là autour du voile, et du voile notamment à l'école, comme je suis dans l'éducation nationale. Et progressivement, je me suis rendu compte que cette question-là du voile était une question qui était déjà posée à l'époque coloniale et qui était déjà instrumentalisée à l'époque coloniale, et c'est comme ça que progressivement, je suis revenue à l'histoire coloniale en Algérie. Donc il y a trois questions aujourd'hui qui vont graviter autour desquelles je vais graviter aujourd'hui. Comment les luttes des femmes passées influencent les luttes d'aujourd'hui, en fait. Comment les luttes d'aujourd'hui permettent de libérer les voix du passé. Et comment la dimension intersectionnelle de toutes ces femmes-là que j'ai rencontrées dans les archives a pu et peut exprimer clairement, donner des idées d'un point de vue politique concrètement en tant qu'action et activité. Du coup, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup d'auteurs m'ont inspiré, et j'ai découvert aussi de nombreux intellectuels qui n'étaient pas forcément valorisés, même s'ils ont fait un gros travail, certains ont été oubliés.
Et du coup, je me suis replongée aussi dans le travail d'Abdelmalek Sayad, sociologue, qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu. Et de cette question, de cette situation-là, je me suis dit, donc c'est clairement, voilà, clairement, elle pose la question de la mémoire intergénérationnelle et transgénérationnelle. Il dit ainsi, c'est aussi qu'on puisse faire comme si la génération nouvelle n'avait pas ses pieds trempés dans l'ancienne, n'avait pas grandi immergée dans les comportements, dans les sentiments, dans les attitudes héritées. C'est encore qu'on puisse, de parti pris, écarter toute question sur la mémoire sociale. Donc moi, il fallait clairement, voilà, c'était, comment dire, un point majeur pour se dire, effectivement, aujourd'hui, tout présent a un lien un lien avec un moment du passé, ce qui m'a amené à partir avec à partir de la pensée d'un autre auteur, qui est un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Walter Benjamin, et qui a beaucoup travaillé sur la question de l'histoire et sur la philosophie de l'histoire. Et il pose la question de la mémoire et de l'histoire des vaincus par rapport à l'histoire des vainqueurs, et il pense et il imagine que plutôt que d'avoir cette idée d'être dans une perspective de devoir de mémoire, effectivement, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur il faut revoir l'histoire, il faut réécrire certains pans de l'histoire, il faut visibiliser des voix, etc. Dans cette démarche-là, globalement, tout le monde est d'accord pour le faire. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de ce devoir de mémoire, de clamer les voix qui ont été invisibilisées dans l'histoire? Il met en place une idée beaucoup plus forte pour moi qu'il appelle plutôt l'appel de la rédemption du passé. Et parce qu'il explique que ce qui se passe avec les descendants des vaincus, c'est qu'il faut qu'ils soient dans cette démarche-là d'aller, eux, chercher l'histoire de leurs aïeux pour libérer la voix et les voix du passé. Donc c'est pour moi un concept qui est beaucoup plus fort que juste un devoir. Il est vraiment dans cette idée de libérer les paroles et de libérer donc le passé. Et donc je me suis beaucoup intéressée à Benjamin. Voilà, ce sont donc, je vous ai mis un exemple, hein, voilà, ce sont toujours les héritiers des vainqueurs qui marchent sur le corps de ceux qui gisent à terre. Et donc pour lui, il y a ce travail-là de ceux qui gisent à terre, voilà, de mémoire des descendants, d'aller un peu chercher leurs ancêtres qui sont à terre et d'essayer de visibiliser leurs histoires, etc. Donc, ce qui domine clairement aujourd'hui, c'était bien évidemment dans tout ce travail, quand on travaille sur l'histoire notamment des femmes, dans différents contextes, évidemment, c'est l'histoire des vainqueurs. Et donc, j'ai pris à cœur cette démarche-là, d'aller voir un peu ce qui se passe dans cette histoire coloniale et du point de vue des femmes. Alors, évidemment, quand on travaille sur des femmes qui sont soumises à différents rapports de domination, se pose la question des archives et des traces. Donc, c'est un travail qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, dans une première étape, quand il s'agit de réécrire l'histoire d'un point de vue des femmes et d'un point de vue féministe, le plus simple, on va dire, c'est de partir avec les traces qu'on a déjà, les faits qu'on a déjà, mais c'est essayer, avec ces mêmes faits, de raconter autre chose. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur l'histoire coloniale, en allant voir les représentations qu'on avait des femmes, notamment voilà, des femmes musulmanes, pour le coup, celles qu'on appelait les indigènes ou les musulmanes, et d'aller voir toutes les représentations qu'il y avait autour de ces femmes, des représentations discursives, c'est-à-dire dans les discours, dans les récits de voyage, dans les récits de militaires, que tout ce qu'il y avait comme représentation sur les tableaux, en peinture, en gravure, en photographie aussi, et tout ce qu'on peut retrouver notamment sur des cartes postales à la fin du 19e et début 20e siècle. Et donc il fallait partir de ces faits-là pour essayer de raconter autre chose. C'est donc tout un travail de déconstruction, évidemment, et l'idée, c'est donc d'écrire une nouvelle narration. Et en plongeant progressivement dans l'histoire de ces femmes, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait tout ce travail-là de déconstruction de ces images et de ces représentations qui étaient fantasmées, méprisées, pardon. Il y avait beaucoup cette image de la femme musulmane soumise, évidemment, ou alors, un peu de façon caricaturale, on avait cette représentation-là des femmes mauresques qui étaient plutôt perçues comme la prostituée, donc des femmes sans valeur. Donc il y avait toute cette question-là de la féminité qui était pensée et traitée de ce point de vue-là. Et du coup, je me suis rendu compte
qu'il y avait énormément de travaux, de plus en plus qui s'intéressaient à la question des femmes, de la mémoire des femmes dans ce contexte, et que juste déconstruire ces images-là et ces représentations-là n'était pas suffisant. Du coup, il fallait avancer dans mon travail sur la question de la subjectivité et sur l'idée d'histoire. Qu'est-ce qu'être un sujet politique? À quel moment les femmes ont une visibilité, obtiennent une visibilité dans l'histoire. Et donc, se poser la question de la définition, en fait. Être un sujet historique, c'est faire quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça m'a amené à poser la question du sujet politique et du sujet historique. Si je ne suis pas... qu'est-ce qui, dans les manuels d'histoire, fait qu'une femme va apparaître dans un manuel et que d'autres n'ont jamais? Donc, j'ai dû travailler sur la question de l'exception des femmes, de celles qui sont visibles dans les manuels et de celles qui ne le sont pas, et de parler donc de la question des anonymes aussi. Donc, c'est un travail qui, progressivement, m'a amené à travailler sur d'autres sources et d'autres faits, dont la tradition orale. Progressivement, dans cette histoire-là et dans ce travail de recherche, je me suis intéressée et je me suis rendu compte de l'importance des mots et des concepts. Donc là, je vous ai dit, par exemple, sujet politique, qu'est-ce que ça veut dire qu'un sujet politique? Qu'est-ce qu'un sujet historique, etc. Et ça m'a amené, du coup, à réfléchir sur une notion aussi, d'autres concepts assez complexes qui m'ont pris assez de temps, sur la question de la résistance. Qu'est-ce qu'être résistant aujourd'hui? Qu'est-ce que c'était qu'être résistant pendant l'époque coloniale? Parce que sur la période de l'Algérie, on a une période assez importante sur la guerre d'Algérie, où on a, c'est vrai, ces dernières années, de plus en plus de travaux sur les femmes qui ont pris le maquis, sur les moudjahidettes, qui ont été dans la lutte armée, elles ont un nom, elles ne sont pas forcément encore connues, on n'est pas encore dans un travail vulgarisé, parce qu'il y a encore, je veux dire, énormément de choses, mais il y avait aussi d'autres femmes qu'on appelle les moussabbilettes, qui étaient les femmes anonymes qui ont participé à cette lutte, mais qui n'ont pas de nom. Ce sont les femmes qui ont caché les gens du maquis, ce sont les femmes qui les ont nourris, ce sont les femmes qui ont transporté des choses, mais qui n'ont pas de nom dans l'histoire. Et du coup, ça m'a posé évidemment cette question-là de la résistance et de ce qu'on appelle la résistance passive. Du coup, c'est dans ce process-là que je me suis dit, effectivement, c'est un pan de l'histoire qui est méconnu. Il y a aussi, dans ce travail-là de visibiliser des femmes, il y a aussi du coup un travail un peu théorique de questionner les concepts et qui ont forcément un impact aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains mouvements féministes, notamment de femmes qu'on appelle issues d'immigration. On fait tout le temps attention avec tous les mots, je mets des guillemets un peu partout, d'accord, sur ces femmes-là qui vont militer ou qui vont s'engager aujourd'hui dans l'espace public français. Parce que, par exemple, elles sont voilées, comment va être perçu et décrit leur mouvement? Et souvent, quand on est dans des mouvements de lutte de femmes issues de l'immigration, sur la question du voile, sur la question des droits, de l'égalité des droits, sur la question de l'émancipation des femmes et du féminisme, va se poser la question de l'entre-soi, du communautarisme, d'une identité fermée, d'un groupe fermé, etc. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en essayant de déconstruire tout ce qui s'est passé dans l'époque coloniale et la manière dont on a traité la question des femmes dans cette période-là a forcément, encore aujourd'hui, un impact sur les mouvements et aujourd'hui, comment on va raconter ces mouvements de femmes. Donc, aujourd'hui, concrètement, pour moi, ce que Benjamin appelle le « à présent », c'est cette idée que un instant du présent va communiquer avec un moment du passé. Excusez-moi, vous pouvez mettre la dernière. Et du coup, en partant de ce... Aujourd'hui, clairement, il y a beaucoup de choses qui nous montrent qu'effectivement, on est dans ce que Benjamin appelle un temps constellaire, la constellation du temps. C'est-à-dire que chaque instant du présent, je rappelle, communique avec un instant du passé. Pour moi, au départ, c'était la représentation du voile aujourd'hui en France et en Europe a un écho avec ce qui s'est passé à l'époque coloniale. Donc, on est sur une forme de rapport de pouvoir, d'impact un peu médiatique, de représentation, une représentation très cliché des femmes aujourd'hui que j'ai retrouvée dans le passé colonial en avançant dans l'histoire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi de la présent dans les engagements aujourd'hui des femmes.
et de certains mouvements. Et du coup, ce graphe-là que j'ai trouvé sur Internet me parle, pour moi, c'est de la présent. C'est-à-dire, clairement ici, nous sommes les descendantes des Algériens que vous n'avez pas noyés, donc en référence au 17 octobre 1961. Ici, on est vraiment dans ce que Benjamin appelle de la présent. Et du coup, je me suis rendu compte, en étudiant, en revenant, en fait, pendant tout mon travail, je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours entre le passé et le présent. Et ça a posé beaucoup de problèmes, je ne vous cache pas, pendant ma thèse et ma soutenance, notamment vis-à-vis des historiens, parce que du coup, il y a la question de l'anachronisme, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des mots qu'on utilise qui n'existaient pas. Il me reste 3. Oh, punaise. Oh, ouais. Alors, attendez, d'accord. Donc, il y avait toute la question de l'anachronisme. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé une super chercheuse qui s'appelle Nicole Leroux et qui a un super texte qui s'appelle L'éloge de l'anachronisme, n'est-ce pas? Donc voilà, j'aimais bien citer Nicole Leroux quand j'étais un peu en difficulté par rapport à ça. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais essayer de résumer en 3 minutes. Du coup, voilà. Donc moi, la question aujourd'hui, c'est que je vois quand même émerger beaucoup de mouvements de femmes. Notamment, j'ai vu qu'il y avait des représentants de l'association La Lab. Il y a beaucoup de mouvements de femmes qui se battent sur différents champs de bataille, qui font ce qu'on appelle de la critique multiple, et qui font de la lutte intersectionnelle, parce qu'elles sont prises dans différents rapports, donc elles doivent négocier constamment et elles doivent réfléchir aux priorités. Et ça, c'est des questions qu'on retrouve aussi à l'époque coloniale avec les femmes algériennes, notamment sur la question de la musulmane moderne. Et aujourd'hui, je trouve un mouvement comme la Lab repose cette question de la musulmane moderne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à trouver des analogies et des différences. Et c'est en ça que pour moi, il y a une grande force et c'est indispensable d'aller dans l'histoire et de constamment essayer de s'inspirer de l'histoire, aussi bien pour tourmenter un peu les esprits aujourd'hui, mais aussi parce que l'histoire est pleine de... Il y a un aspect salvateur. Il ne faut pas mythifier l'aspect salvateur, mais il y a cet esprit-là quand même dans le passé, il y a quand même des questions qui ont déjà été posées. Et aujourd'hui, ce que montrent les mouvements aujourd'hui de ces femmes-là, qui avaient aussi dans les années 60-70, avec les mouvements comme Nana Beur, Collectif pour toutes égales, enfin, il y a énormément de mouvements de femmes issus de l'immigration, qui ont posé ces questions-là du rapport à la famille, du rapport à la religion, du rapport au racisme, des violences policières. Et je pense que le fait de connaître cette histoire-là est indispensable pour toute forme d'engagement aujourd'hui. Et malheureusement, c'est des histoires qui ne sont pas assez visibilisées et qui sont très connues. Alors très souvent, effectivement, on va mettre le problème des archives, mais c'est un problème qui peut être vraiment... qu'on peut surpasser et on peut vraiment et clairement, d'un point de vue méthodologique, à partir des mêmes faits, de quelque chose qui va être dit, raconté, on peut raconter autre chose. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, bon, j'ai pas eu le temps, en fait, je vous dis clairement de tout ce que je voulais dire, que la mémoire transgénérationnelle, pour moi, c'est un concept hyper intéressant et important parce qu'aujourd'hui, ça crée vraiment une connexion avec toutes les générations qui est indispensable. Et je le vois bien parce que les femmes de ma famille qui, pendant très longtemps, n'ont jamais voulu, par exemple, parler de la période coloniale et de la guerre, c'est vrai qu'arrivées à un certain âge, elles avaient plus de facilité à le faire. Donc, il y a tous les traumatismes, évidemment. Il y a toute la violence qui peut amener, mais je trouve que déjà, juste le fait de raconter ça à ses petits-enfants, de le transmettre. Je pense que du coup, nous, les petits-enfants, les descendants, on a une forme de responsabilité vis-à-vis de ça et que je pense que dans cet appel de la rédemption, c'est notre travail à nous, en fait, les descendants, de le faire. Voilà.